Bonjour et bienvenue sur Gloria Mama. Je suis Diane et je vous propose, dans ce podcast, de partir à la rencontre de mères et de couples du monde entier. Ils nous livrent l'expérience de leur maternité, parfois loin de leur pays, tout aventuriers qu'ils sont. Des histoires d'hier et d'aujourd'hui, des histoires aux mille couleurs, aux mille saveurs, parfois douces, parfois plus amères. Les sujets de ce podcast ? Le désir d'enfant, les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils aimaient l'aventure. Alors ils ont quitté la France et sont partis aux États-Unis. Tomber enceinte aux États-Unis, a priori pas de problème. Hôpitaux très modernes, personnel formé. Oui, mais ce sont aussi des coûts très importants et la culture du zéro risque n'est pas sans conséquence sur le vécu d'un accouchement. Laurence nous raconte. Très belle écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Diane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour Gloria Mama. Donc aujourd'hui, à tes côtés, nous partons outre-Atlantique et plus particulièrement à Houston, au Texas, où tu as vécu 6 années et où tu as donné naissance à tes 2 enfants. Donc c'était ta toute première expatriation. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer dans quel contexte tu pars et ce qui t'a décidé à tenter l'aventure de l'expatriation ? Donc c'était en 2014, Aloïs, mon mari et moi, on vivait en France, donc lui à Genève et moi à Grenoble, et puis il a eu une opportunité professionnelle à Houston, et on s'est dit, pourquoi pas, on tente l'expérience, donc on s'est mariés pour pouvoir partir tous les deux, et que je puisse avoir un visa aussi, et on est partis. Au bout de combien d'années d'expatriation, vous avez dit que vous aviez envie d'avoir un enfant ? On en a bien profité les 2 premières années. Quand je suis tombée enceinte, j'avais 27 ans, donc ça commençait vraiment à me titiller, comme on dit. Et du coup, comment est-ce que tu te sentais par rapport au fait d'avoir un enfant à l'étranger, loin de la France, loin de ta famille ? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, que tu appréhendais ? Non, pas vraiment. Je l'ai plutôt pris comme une expérience, une aventure. Et puis, c'est les États-Unis, tu vois, donc on n'était pas non plus dans un lieu où je me posais des questions en termes de sécurité ou d'accompagnement. J'étais en fait la première de toutes mes amies qui étaient en France. J'étais la première à avoir un enfant, la première de ma famille aussi. Donc c'était un peu nouveau et c'était vraiment en mode aventure, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Et en fait, il se trouve qu'au moment où j'ai appris ma grossesse à Houston, une amie que j'ai rencontrée quasiment en même temps tombait aussi enceinte en même temps. Donc en fait, on a fait toute notre grossesse ensemble. Et finalement, c'était pas mal parce qu'on pouvait comparer, t'as ça, t'as pas ça, comment tu ressens ça et ça. Donc ça a pas mal aidé. Donc il n'y a jamais été question, ni pour toi, ni pour ton mari, de rentrer ni pour ta grossesse, ni pour ton accouchement en France, finalement. Non, pas du tout. Parce que trop loin, et en plus, on avait tous les deux notre travail là-bas. Aux États-Unis, la législation, c'est que légalement, il n'y a pas de congé maternité, en fait. Dans la loi, au niveau fédéral, il n'y en a pas. Donc après, c'est les entreprises qui décident de donner des jours. Il y a une loi qui permet en fait soit aux mamans, soit aux collaborateurs qui ont besoin de prendre soin de leurs parents, par exemple, de ne pas travailler pendant 12 semaines et d'être protégés, dans le sens où on ne va pas donner le job de la personne qui part à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de rémunération en fait, sauf si l'entreprise le prévoit. C'est une loi unique qui s'appelle Family Medical Leave Act, qui protège ton job pendant 12 semaines. Donc là, tu peux faire valoir cette loi et dire je vais m'absenter de mon travail pendant 12 semaines et vous ne pouvez pas me remplacer, en fait. C'est ça que ça fait. Et après, en termes de rémunération, maintenir ton salaire pendant ton absence, c'est tout via des organismes privés, en fait. Tu prends des assurances privées pour te couvrir pendant cette période-là. Il y a plein de gens, de mamans aux US qui ont des congés maternité très, très courts parce que financièrement, elles ne peuvent pas se permettre
de Donc, s'absenter. on est loin quand même du congé parental pour l'homme qui va pouvoir s'absenter pendant 1 mois maintenant. Ça va sortir en France à partir de janvier 2021. Aux États-Unis, on est encore loin de ça. Ouais. Et à l'inverse, tu vois, par exemple, l'entreprise d'Aloïs, à l'époque, lui, il avait droit à un congé paternité donc c'était 20 jours. Ouais, c'était 20 jours, payés à 100%, alors que moi, c'était pas payé à 100%, et c'était dans le cadre de ce qu'ils appellent short-term disability, donc c'est du handicap court terme, quoi, en gros. Ouais, en plus, handicap, c'est vraiment... Et c'est parce qu'il travaillait dans une entreprise française, ton mari Non, il travaillait pour une entreprise américaine, HP en l'occurrence, et moi, je travaillais pour une entreprise française. Ah tiens, donc c'est... Ouais, très contradictoire, Ouais. on n'aurait pas pensé que ça serait comme ça. Quelle image tu avais de la maternité aux USA et qu'est-ce que tu savais en fait de l'accouchement, du vécu de la grossesse aux USA, au Texas, à Houston? Alors, pour être honnête, pas grand-chose. Tout ça, c'était très nouveau pour moi. Je connaissais pas, si tu veux, tous les podcasts que je peux écouter maintenant. Maintenant que je suis devenue maman, je suis finalement plus renseignée qu'à l'époque. Finalement, j'avais une amie et collègue qui avait eu des enfants à Houston, donc qui me guidait un petit peu sur... j'ai eu tel rendez-vous avec le gynéco, ou tu vois, qui m'expliquait un petit peu, mais finalement très peu. Et bizarrement, je me renseignais pas non plus particulièrement, si tu veux. Je vivais vraiment le truc comme, je laisse les choses se faire. Je me renseignais pas vraiment, pas plus que ça. Et comment est-ce que tu as choisi, par exemple, le gynécologue qui allait te suivre? Comment est-ce que tu as choisi le personnel soignant quand même aux États-Unis? Est-ce que c'est via les contacts que tu avais, tes collègues, via des groupes de mamans auxquels tu pouvais appartenir là-bas? Le gynécologue, donc c'est obstétricien gynécologue, je l'avais avant, si tu veux, de tomber enceinte. Quand j'ai eu désir d'enfant, j'en ai parlé, j'ai dit voilà, je vais me lancer, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Donc elle m'a juste dit ok, lancez-vous, et puis quand vous serez enceinte, revenez nous voir au bout de 10 semaines, on fera une première écho, on verra, et après ça suivra son cours, et puis après c'est au fur et à mesure, à chaque rendez-vous, elle t'explique un petit peu où ça en est, ce qui va se passer. Cette gynéco, je l'avais trouvée via une amie. Comment est-ce que ça se passe aux États-Unis? Parce qu'on a tous l'image quand même d'une médecine extrêmement onéreuse et qui n'est pas accessible à tous. On parle parfois de césarienne à plusieurs milliers de dollars, de rendez-vous pédiatrique pour son enfant avec un vaccin à $500 la séance. Et comment est-ce que vous avez géré ce point avec ton époux? Alors c'est vrai, je vais pas te contredire, c'est très très cher. Heureusement, donc quand tu travailles, tu as accès à une assurance, une couverture médicale. Tu as différents plans. Donc tu peux choisir de payer assez cher par mois et du coup d'être bien couvert lorsque tu as un besoin, ou tu peux choisir de payer peu par mois, mais du coup lorsque tu as un besoin, tu as une franchise qui est très importante, et ça fonctionne un peu comme les assurances automobiles, tu vois, tu dois payer une franchise avant d'avoir accès à un remboursement. Et aussi comment ça fonctionne, c'est que aux États-Unis, tu choisis ton plan et tu peux pas le changer. Tu choisis en octobre ou novembre de l'année, et il démarre à partir du mois de janvier, et tu peux pas changer. Donc si tu sais pas que tu es enceinte au moment où tu choisis ton plan, tu vas partir du principe que tu prends ton plan habituel. Donc nous, c'était le cas, comme on était jeunes, sans enfants, qu'on n'a pas énormément de besoins de santé. On a dit, on prend le plan qui est pas trop cher tous les mois, et si on a un gros pépin, on met de l'argent de côté pour la franchise. Et après, je suis tombée enceinte. L'accouchement, pour te donner une idée, ça nous a coûté de notre poche $7,000. Tu vois passer toutes les factures, donc tu vois combien ça coûte, mais l'accouchement, il y en avait pour plus de $30,000 en tout. Ouais. Ah ouais, donc, ça fait... Et ça, c'est pas un point qui t'a fait peur à la base pour accoucher un peu là-bas, parce que... ou même partir là-bas, parce qu'effectivement, on est jeune, on est en bonne santé, mais tu te dis, si tu as un souci, c'est quand même... Un peu, mais en fait, si tu veux, c'est... Bon, après, tu as des salaires qui sont aussi conséquents, donc tu t'organises, tu mets de l'argent de côté. Non, maintenant, on va revenir un peu sur ta grossesse et la manière dont tu l'as vécue. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai arrêté la pilule, je crois, au mois d'août. Je pense que je suis tombée enceinte au mois d'octobre. On est parti en
en vacances au Mexique en novembre et j'avais pas mes règles pendant un moment et je faisais des tests de grossesse, mais c'était toujours négatif. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai pas mes règles? Les tests de grossesse sont négatifs. Bon, je pense que ça a mis du temps à se voir dans dans les hormones, etc. Et finalement, j'ai su que j'étais enceinte en début du mois de décembre. J'ai finalement fait un test qui était positif début du mois de décembre. Et donc jusqu'ici, j'étais très contente, tout se passait bien. On est rentré en France pour Noël, on l'a partagé avec la famille. Et en revenant à Houston en janvier, j'ai fait une première écho où là, ils vérifient juste que tout va bien, que le cœur bat. Donc c'était autour de 10 semaines. Et après, à 12 semaines, tu fais une première écho où ils vérifient la clarté nucale, etc. Et là, en fait, ça a été un peu compliqué parce que, si tu veux, aux États-Unis, tu as une personne qui fait un technicien, ils appellent, une technicienne en l'occurrence, qui te fait l'écho, mais qui ne commente pas. Tu es dans une salle, elle dit rien. Et quand tu demandes ça va, nous, elle nous disait c'est le docteur qui va vous dire, c'est le docteur qui va vous dire. Je disais ok, bon. Ouais, c'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant. Bon, donc je me posais un peu des questions. Je me suis dit je vais attendre, on va voir. Et puis donc après, tu as le docteur qui vient, qui t'explique. Et là, en l'occurrence, nous, le docteur vient et nous dit c'est un peu inquiétant, la clarté nucale est trop épaisse. Ça peut être signe de trisomie 21. Donc, ça a été, si tu veux, la claque parce que, voilà, moi, j'étais dans ma bulle et puis en plus, absolument pas renseignée. Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mais comment ça? De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est? Et puis là, tu te mets à poser des questions vraiment, mais ah bon, mais c'est quoi les pourcentages? Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? Est-ce qu'on peut... Enfin, tu vois, on se demandait s'il y avait une différence entre la France et les États-Unis. Il nous a donné toutes les infos et il nous a proposé de faire un test un sanguin, en fait. Donc, tu sais, ils prennent mon sang et ils vérifient les chromosomes. Et à partir de là, ça te donne déjà une idée. Si là, il y a le même problème, dans ce cas, tu fais une amniosynthèse. Et voilà. Ça a été un petit peu stressant parce qu'en fait, au Texas, si tu veux, il y a des questions qui se posent par rapport à l'avortement. Et la législation est moins flexible qu'en France. Je me rappelle que donc, l'amniosynthèse, tu pouvais pas le faire avant 16 semaines. Et il devait y avoir avortement, il fallait que ce soit avant 18 semaines. Donc en fait, si tu veux, tu te mets à calculer tout dans ta tête. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, tu vois, où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Donc assez stressant cette période-là. Donc on a fait la prise de sang, on a attendu 2 semaines et finalement le résultat de la prise de sang était bon. Ils n'ont pas trouvé de chromosomes qui leur feraient penser que... Et donc ils nous ont dit, bon, a priori ça va. Mais donc à partir de là, j'ai été considérée comme grossesse à haut risque au cas où. Donc grosse semaine de stress, là ces 2 semaines où on s'est dit mais enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? T'en as parlé du coup à ton entourage, à des amis proches. Quel lien t'avais avec le personnel soignant à ce moment-là? Est-ce que t'avais quelqu'un qui pouvait te rassurer, répondre à tes questions, ou est-ce que t'étais quand même assez seule? Quand même assez seule. Ma gynéco m'a rassurée en disant écoutez, quel que soit le résultat, de toute façon on sera là. Si vous décidez de terminer la grossesse, on sera là. Si vous décidez de le garder, on vous accompagnera. Mais si tu veux, c'est un rendez-vous d'une demi-heure. C'est pas donc finalement le soutien que tu as par ailleurs, c'est vraiment nous on avait notre famille. Moi, j'étais un peu dépitée de me dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois? Bon, et finalement, ça s'est très bien passé. Et, ça a dû être un vrai soulagement. Hein. Ouais. Quand ils m'ont appelée, j'ai encore l'image en tête. J'étais à un café avec un ami. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais vraiment soulagée. Et elle m'a dit, et du coup... est-ce que vous voulez connaître le sexe? Parce que ça permet, en l'occurrence, ce test de le savoir. Et donc, j'étais persuadée que ce serait un petit garçon. Et elle me dit, non, ce serait une petite fille. J'étais vraiment soulagée. Tu as été catégorisée comme une grossesse à haut risque. Quel suivi de grossesse tu as eu? Est-ce que c'était médicalisé et encore plus médicalisé parce que tu étais considérée comme une grossesse à haut risque? La différence que ça fait aux États-Unis, c'est que tu fais une écho supplémentaire. Tu fais 4 échos au lieu d'en faire 3.
Bon, il faut savoir qu'aux États-Unis, toutes les grossesses après 35 ans sont considérées comme grossesses à haut risque. Est-ce que tu avais beaucoup d'examens à passer ou est-ce que quand tu pouvais parler avec peut-être des personnes en France, c'était assez similaire le suivi? Ça s'intensifie à la fin. Je crois c'est le dernier mois ou les 2 derniers mois, tu y vas toutes les 2 semaines. Mais sinon, avant ça, tu y vas une fois par mois. Et là, c'est... Doppler, ils mesurent le ventre. Tu fais quand même pas mal de prises de sang, de tests d'urine. Ils font le test de diabète gestationnel aussi. La toxoplasmose aussi tous les Non, mois? alors bizarrement, ils font pas la toxoplasmose aux États-Unis. Je me suis posé la question parce que je savais que c'était courant en France, mais là-bas, ils le font pas. Je me souviens, après avoir eu Maxine, donc pour la grossesse d'Eliott, avoir entendu dans la maison des maternelles parler de... Il y avait un reportage sur le... Comment ça s'appelle Quand tu es en contact avec des jeunes enfants, tu peux l'attraper. Cytomégalovirus, un truc comme ça. Et donc j'avais spécifiquement demandé pour Eliott à faire le test avant, m'assurer que j'avais bien eu ce virus et que du coup... Et tu l'avais eu? Et je l'avais eu, ouais. Est-ce que tu as pu bénéficier de cours de préparation à la naissance? Il le proposait. Nous, on ne l'a pas fait. On a fait un tour de la maternité. Il te parle aussi d'allaitement. Il te montre comment ça va se passer, etc. Mais c'est pas vraiment un cours de préparation. Les cours de préparation, ils sont disponibles aussi. C'est payant, évidemment. Je me rappelle, il y en avait pour peut-être 100 ou $150. Le cours? Ouais, donc ça dure 8 heures. Donc soit tu peux le faire un samedi toute la journée, soit en 3 fois des soirs de semaine. Et nous, avec Aloïs, on a choisi de pas le faire. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est naturel, on verra bien, on sera accompagnés, ils nous diront quoi faire. Et vraiment, on le verra dans la suite de l'histoire, mais moi, je me suis pointée à la fleur au fusil, littéralement, quoi. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et donc, du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé le jour J? Ça s'est pas passé. Je pense que c'est ça la conclusion, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai dépassé mon terme. J'avais des rendez-vous une fois par semaine avec le gynéco pour vérifier. Et puis, arrivé au terme, je devais accoucher un samedi. Elle me dit, voilà, tu es au terme. Donc, en gros, je te propose de déclencher donc soit mercredi, soit le dimanche d'après. Mais je ne te laisserai pas aller au-delà du dimanche. Et c'est combien aux États-Unis le terme? Parce que en fait, en fonction des pays, ouais. C'est jamais le même terme. C'est ça. Alors, si je me souviens bien, donc c'est 40 semaines. Et par rapport à la France où on est à 41, 42 même. Oui, je pense que c'est 42 ouais. Donc là-bas, c'est 40 semaines. Il n'y avait aucun signe que j'étais prête. Le col était effacé, mais à un petit pourcentage, et pas du tout ouvert. Donc elle m'a dit, écoute, bon voilà, je te propose de déclencher. Donc comment ça va se passer? Tu viens, on te donne une hormone qui va stimuler un petit peu les contractions, et puis après... voilà, ça va progresser, ça va se faire, etc. Donc bon, moi je dis ok, pourquoi pas. Il y avait notre famille qui était arrivée pour nous donner un coup de main. Ils allaient rester 2 semaines. Imagine, j'attends 2 semaines d'accoucher naturellement et ils repartent. Et en fait, on se retrouvera tous les deux à devoir gérer. Donc je dis ok, de toute façon, elle ne me laissera pas aller au-delà du dimanche. Donc on y va. J'ai eu rendez-vous à l'hôpital à minuit, un mercredi soir. Quand tu arrives, la première chose que tu fais, c'est de payer. Et là, tout de suite, en fait, il t'installe dans la chambre, il t'habille avec la blouse, là. Il t'installe tout de suite le monitoring, en fait. Donc, à partir de là, c'est compliqué de bouger. Parce qu'en fait, t'as le truc autour du ventre, t'es attaché avec les fils. Ils mettent comme un tampon avec une hormone, je sais même plus comment ça s'appelle, je t'avouerai. Donc là, c'était minuit, donc je me dis, on va essayer de dormir un peu. Donc on éteint les lumières et puis on attend que... Voilà. Et il y avait le monitoring qui faisait beaucoup de bruit à côté, donc t'entends les battements du cœur. Je commence à m'endormir et tout d'un coup, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre, ouvre la porte la porte qui claque contre le mur, elle allume la lumière, elle vient vers moi et elle me dit, vous avez bougé? Je dis non, enfin pas particulièrement, enfin je sais pas quoi, pourquoi? Et elle touche un peu le monitoring, elle regarde et elle sort dans le couloir et elle crie nurse, nurse, et donc elle appelle d'autres gens et vraiment elle crie dans le couloir. Et donc là je regarde Aloïs et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, on se regarde tous les deux, on était un peu choqués. Et donc là elles reviennent à 3.
Et elle me crie, elle me demande si ça va. Je dis oui, ça va. Enfin, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et elles me disent all four. Et donc elles me disaient mettez-vous à quatre pattes. Enfin, au début j'étais regardée, j'étais là mais qu'est-ce qu'elles veulent, je comprends pas. Et donc elles me disent de me mettre à quatre pattes et elles me retournent presque, tu vois. Donc je me mets à quatre pattes. Là elles me mettent un masque à oxygène sur la figure. Et donc là, c'était la panique. Là, j'ai commencé à avoir le cœur qui bat, je me mets à pleurer parce que je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Et personne ne m'explique rien. Elle me demande si j'ai une contraction. Alors je leur dis, je ne sais pas en fait, parce que je ne sens rien de particulier. Et par ailleurs, je ne sais pas ce qu'est une contraction. Je n'ai jamais accouché de ma vie, je ne sais pas ce que je suis censée ressentir en fait. Elles sortent une énorme aiguille et donc là, le cœur de Maxine repart. Parce que donc en fait, pendant tout ce temps-là, son cœur décélérait, elles ont eu très peur. Et donc, elles allaient me faire une piqûre pour arrêter la contraction, si j'ai bien compris. Bon, j'ai pas eu la piqûre, finalement. Le cœur de Maxine repart. Et donc là, elle me laisse me rallonger. Elle m'explique ce qui s'est passé. Son cœur a décéléré. On a eu peur parce que c'était suffisamment bas et long qu'elles se sont posé des questions. Elles ont appelé mon gynéco et le gynéco a dit bon, retirez le tampon et laissez les choses se faire. On va voir ce qui se passe. Une deuxième fois dans la nuit, son cœur de nouveau a décéléré, donc rebelote, elle rentre dans la chambre en mode panique. Et bon, c'était une jeune infirmière, je pense, qui était stressée, clairement. Après, tu sais, aux États-Unis, il peut y avoir de grosses conséquences en cas de problème, donc il y a vraiment cette culture de... Il faut faire très attention et on ne laisse pas de place au hasard. Bon, dans un hôpital encore plus, dans un environnement très médicalisé, on ne va pas prendre le risque qu'il se passe quoi que ce soit. Donc finalement, ma gynéco est arrivée à 5h du matin. Il m'a dit, écoutez, ça n'a pas progressé du tout. Je crois que le col était ouvert à 1. Moi, je ne ressentais rien du tout. Je ne ressentais pas les contractions. J'avais 0 douleur. Donc elle m'a dit je vais percer la poche des os. Elle m'a dit je repars une demi-heure faire une césarienne, je reviens, on va voir où ça en est. Et donc quand elle est revenue, le cœur continuait de décélérer de temps en temps. Et elle m'a dit ça progresse pas, ça va prendre des heures et j'ai pas de certitude sur... je comprends pas pourquoi le cœur de Maxine décélère, donc c'est trop risqué, je préfère qu'on fasse une césarienne. Mon amie avec qui on avait fait toute la grossesse ensemble avait eu une césarienne 3 semaines avant, dans le même hôpital, pas la même gynéco mais une collègue, donc... En fait, sur le moment, si tu veux, t'es tellement stressé, t'es tellement paniqué, tu te dis, je veux juste qu'elle soit en bonne santé. S'il faut faire une césarienne, tant pis, on fait une césarienne. Donc j'avais vu mon amie se remettre aussi et tout ça. Je me suis dit, ok, on y va. De toute façon, j'ai pas de contrôle sur la situation. Je suis obligée de faire confiance à mon médecin. Et elle m'a dit, il vaut mieux faire une césarienne là, maintenant, où on se prépare, etc., que d'attendre 1 heure, 2 heures pour finalement que ça progresse pas beaucoup et qu'on doive partir en urgence. Et là, ça va pas être un très bon moment. Césarienne, donc tu pars au bloc, ils te préparent. Là, tu as une anesthésie costaud. Donc après, tu es allongé. Aux États-Unis, j'étais très entourée, donc il y avait Aloïs qui était assis à côté de moi, vers ma tête. De l'autre côté, j'avais une infirmière qui me parlait, qui me rassurait, qui me demandait si ça allait, si j'avais chaud, si j'avais froid, tu vois, qui en permanence monitore en fait pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de risque non plus par rapport à comment toi tu vis le truc. Je vais lui dire comment je me sentais pour qu'il puisse prendre des mesures si ça allait pas. Ça s'est fait assez rapidement. Voilà, ils ont sorti Maxine, ils me l'ont montré par-dessus il y a un rideau. Ils l'ont donné à Aloïs tout de suite et elle a fait du pot à pot avec Aloïs. En attendant que moi je sois recousue, qu'on puisse aller en salle de réveil. En salle de réveil, tout de suite, tu as une infirmière qui vient et qui te met le bébé au sein. D'accord. Immédiatement. Mais c'était ton souhait d'allaiter ou... Ouais. Moi c'était mon souhait. Donc en fait, aux États-Unis, tu t'exprimes avant l'accouchement sur ton souhait. Tu remplis même un document où tu signes et tu dis oui, je veux allaiter ou non, je veux pas allaiter. Si tu dis oui, je veux allaiter, ils vont tout faire pour t'accompagner. Si à un moment donné, tu décides d'abandonner, ils vont te dire... Non, vous vous souvenez, vous avez dit que vous vouliez allaiter, regardez, il y a le papier. Donc ils sont assez pro-allaitement. J'avais plein d'amies françaises qui ne voulaient pas nécessairement allaiter et qui se sentaient un peu pressurisées, si tu veux,
sur l'allaitement. Et du coup, ce papier que tu remplis, au-delà de l'allaitement, est-ce que on te demande tes souhaits, type, voilà, dans l'idéal, je voudrais accoucher par voie basse, je voudrais une péridurale ou pas de péridurale. Est-ce qu'il y a ce genre de choses à l'intérieur qui pourraient faire penser un peu à un projet de naissance ? Alors tu peux le faire, on te le demande pas forcément. Moi, quand j'ai échangé avec ma gynéco, je lui avais dit ce que je voulais pas. Bon, si tu veux écrire ton projet de naissance et le donner à ta gynéco, tu peux. De toute façon, en fait, la réponse de ma gynéco, c'était toujours on va essayer de faire ce que vous voulez, mais s'il y a un problème, on prendra pas de risque. Je suis restée 4 jours. Tu as une consultante en lactation qui vient te voir plusieurs fois par jour, qui t'aide, qui te montre, qui t'installe la machine, qui te montre comment faire. Donc vraiment qui t'installe sur la machine, c'est-à-dire... Parce que donc moi, ils pompaient mon colostrum, en fait. Ils font plein de tests au début à Maxine. Alors nous, on a essayé de faire le minimum possible en termes de... notamment les vaccins, etc. On a dit c'est obligé de le faire là. Elle est née il y a 2 heures. On peut pas attendre, je sais pas, une semaine, un mois. Mais ils font tout un tas de tests au début. Donc... Et de vaccins aussi. Alors, tu peux dire non. Nous, on a décalé à 1 mois. Mais effectivement, c'est vraiment extrêmement médicalisé tout de suite. En fait, nous, on est arrivés dans la chambre, ça devait être 14 heures. Moi, j'étais juste épuisée parce que j'avais pas dormi de la nuit depuis voilà, la veille. J'avais eu une césarienne. Donc là, j'ai dormi 2 heures. Et pendant ce temps-là, ils ont emmené Maxine. Et ils ont fait tout un tas de tests, prise de sang... tout plein de choses. Ils ont pompé mon colostrum pour lui donner pendant que je dormais pendant ces 2 heures. Ce suivi médical assez poussé sur ton enfant, c'était parce que tu avais une césarienne ou tous les enfants nés au Texas, à Houston, suivent ce protocole ? Je pense que c'est tous les enfants. Il y a tout un protocole où il y a plein de choses qu'ils vérifient. D'accord. Au-delà du test d'ACPAR qu'on fait au tout début. Voilà. D'accord. Ouais. Et tu te souviens de ce que c'est ou pas du tout ? Il y a le vaccin pour l'hépatite B, premier jour, si tu dis pas non. Alors que je m'étais renseignée sur la question, je me dis mais pourquoi il y a besoin de faire le vaccin d'hépatite B immédiatement, sachant que dans ce que j'avais trouvé, c'était une maladie qui peut se transmettre sexuellement, ou tu vois, c'est... Bon, je me disais c'est un peu bizarre. Donc nous, on avait demandé à décaler pendant 1 mois. Et pareil, ils te regardent un peu en mode mais c'est un gros risque, tu vois, de ne pas faire le vaccin immédiatement. Donc ils testent Louis. Le premier jour, ils viennent faire un hearing testing dans la chambre. Ils prennent son sang plusieurs fois, notamment pour la jaunisse. En l'occurrence, Maxine avait la jaunisse. Donc là, ils testent pour voir les niveaux de bilirubine toutes les 6 heures, quelque chose comme ça. Quoi d'autre ? Je crois que c'est la vitamine K qu'ils mettent dans les yeux, ou je sais plus... Dans la bouche, je pense. Ou dans la bouche, je sais pas, ils testent plein de choses. Donc, mais le truc qui est bien, c'est qu'ils laissent le bébé quand même avec toi dans la chambre. Et en fait, Maxine, qui avait la jaunisse, elle faisait la lumière bleue dans la chambre. Je reviens juste sur une question rapide sur ton accouchement. Est-ce que le fait de vivre des moments aussi intenses et aussi stressants dans une langue qui n'est pas la tienne, ça a été quelque chose, à un moment donné, un peu difficile, ou c'est passé comme une lettre à la poste ? Ça allait, sauf dans les moments où il y a de la panique, comme quand elle criait de me mettre en all four. Au début, je l'ai regardée, j'étais là, mais all four, de quoi, qu'est-ce qu'elle dit ? Je comprends pas. Jusqu'à ce qu'elle me retourne littéralement. Tu nous as dit que tu avais eu 2 enfants du coup durant ton expatriation. Est-ce que tu souhaitais autre chose pour ton 2e accouchement ? Est-ce que tu t'es préparée différemment ? Alors oui, j'ai écouté pas mal de podcasts, je me suis plus renseignée et je voulais un accouchement naturel, par voie basse au moins. En fait, je me suis dit, c'est dommage, j'ai raté cette opportunité, tu vois. Mon amie Alix, qui avait eu une césarienne la première fois comme moi, son 2e, elle l'avait eu par voie basse. Et donc je me dis, ok, c'est possible, donc c'est ce qu'ils appellent là-bas VBAC. Donc c'est possible d'avoir un accouchement par voie basse après une césarienne. Donc je comptais vraiment là-dessus. Dès que je suis tombée enceinte d'Eliott, j'ai dit à ma gynéco, je veux un accouchement par voie basse, c'est hyper important. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux me préparer ? Là, j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement cette fois.
Je comptais vraiment dessus, j'étais bien renseignée et tout ça. Et donc cette fois-ci, j'ai eu des contractions, je les ai reconnues. Donc j'ai commencé à avoir des contractions à la maison jusqu'à ce que je me dise, j'en ai régulièrement. Donc tu sais, tu t'es censé les timer, les compter. Donc là, j'avais des contractions, je crois que c'était toutes les 7 minutes, qui me semblaient, moi, fortes et suffisamment longues. On est parti à l'hôpital, c'était 1h du matin, je crois. Et arrivé à l'hôpital, les contractions s'arrêtent. Le problème, c'est que aux États-Unis, à partir du moment où tu passes le pas de la porte et que tu es admis, ils peuvent plus te laisser partir. Là, les contractions ralentissent et je me dis non, faut pas que ça ralentisse. Et donc, elle vérifie, le col était effacé et ouvert à 1. Et donc, elles me disent bon, ça va prendre du temps. Et en plus, donc là, les contractions, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, elles me mettent le monitoring. Et donc là, de nouveau, pour marcher, etc., c'était compliqué. Il n'y avait pas moyen de demander de l'enlever? Non, ils sont assez... ils ont peur, en fait. Ils prennent énormément de précautions. J'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que je peux marcher? On avait amené la boule de yoga. Et elles me disent, non, bah, tu peux faire de la boule de yoga si tu veux. Mais voilà, marcher, je peux te laisser marcher 5 minutes, mais je vais pas te laisser marcher 3 heures dans le couloir... pour faire progresser. Mais elles me disent, mais c'est pas grave, repose-toi, voilà, il est 2h du matin, ça va progresser, on va venir vers, 9h du matin, demande la péridurale, c'était trop douloureux. Donc là, elle m'installe la péridurale et à partir de là, là, je pouvais vraiment plus bouger du tout. Régulièrement, elle venait me changer de place pour essayer de faire progresser. Et moi, j'ai essayé mentalement de faire progresser le truc, d'essayer en fait d'oublier où j'étais. À partir de, je pense, 10h le matin, le cœur d'Eliott décélère. Donc là, l'histoire se répète. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Là, la gynéco vient et me dit, bon, encore une fois, je sais pas pourquoi ça décélère, je vais pas prendre de risques. Donc là, ils te font assez peur quand même. Elle te dit, c'est votre choix, mais... Enfin, presque, je sais plus comment elle me l'a dit, mais... Est-ce que vous voulez un enfant handicapé, en gros, elle te dit. Ou en gros, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec ça, ou tu vois. Petit à petit, j'ai vu mon rêve d'accouchement par voie basse s'éloigner. Elle m'a dit, écoutez, si vous voulez rester 2 heures de plus, ok, mais clairement, je crois que le col était ouvert à 4 ou 5. Et ça faisait déjà, depuis la veille, 1h du matin que j'étais là. Elle m'a dit, franchement, ça progresse trop lentement et son cœur décélère. Voilà, on peut pas prendre ce risque-là. Je préfère partir maintenant en césarienne. Encore une fois, on prend le temps de se préparer que de le faire en urgence dans 1 heure quand la décélération sera trop longue et trop poussée. Donc j'ai dit OK. Et donc par contre, cette fois-ci, je veux le pot à pot. Si tu veux, j'étais un peu mieux préparée sur ce que je voulais. Pour Eliott, il avait le cordon autour du pied. Enfin, c'est pour ça que son cœur décélérait, parce qu'il tirait dessus. Et en l'occurrence, la gynéco m'a dit on a bien fait de le faire parce que l'utérus était, elle m'a dit, fin comme du cellophane et qu'il y aurait pu avoir rupture utérine. Donc elle m'a dit vraiment c'était la bonne décision. Bon, après, c'est pour te rassurer aussi et te dire, voilà... Mais en même temps, encore une fois, pas beaucoup de contrôle sur la situation. Et, Je me suis renseignée sur ça parce que il y a beaucoup de femmes, donc hors ton cas, il y a beaucoup de femmes qui vivent une césarienne et leur gynécologue leur dit qu'à partir du moment où elles ont eu une césarienne, on leur refera une césarienne et qu'un accouchement par voie basse c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir une rupture utérine. Et le Collège national des gynécologues obstétriciens français et la Haute Autorité de Santé préconisent une tentative de voie basse en cas d'utérus bicicatriciel, mais une césarienne en cas d'antécédent de 3 césariennes et plus. Parce que le taux de rupture utérine après une césarienne, il serait que de 0,7% et 0,9% après 2 césariennes, donc c'est des taux qui sont faibles dans l'absolu. En France, 36,5% des femmes qui ont déjà subi une césarienne accouchent par voie basse. Moi, je trouvais ça intéressant quand même de connaître ces chiffres. Il faut que les femmes sachent que c'est pas parce qu'on a eu une césarienne qu'on est condamné à avoir des césariennes parce que les taux sont quand même super bas. 0,7 et 0,9% de rupture utérine, c'est très faible. C'est vrai. Tu rentres chez toi au bout de combien de jours après une césarienne? Alors pour Maxine, j'étais restée 3 nuits à l'hôpital, 4 jours.
Et pour Elliot, je suis restée que 2 nuits parce qu'en fait, c'est infernal. La nuit, il ne te laisse pas dormir en fait. Il rentre dans ta chambre toutes les 3 heures pour soit contrôler toi, ta température, tout un tas de trucs, soit pour le bébé. D'accord. Et donc en fait, tu peux pas te reposer. Et quand tu rentres chez toi, du coup, tu rentres dans quel état d'esprit? Est-ce que tu es très déçue de ne pas avoir eu cet accouchement par voie basse? Est-ce que ça a eu un impact sur ton postpartum? Assez déçue, mais en même temps, non. Je me suis dit, voilà, c'est plus dans mon contrôle, ce qui est fait. Il faut que je passe à autre chose. Maintenant, il y a Elliot qui est là. Et donc, je me suis concentrée sur voilà, mon allaitement, sur découvrir Elliot, gérer la relation aussi avec Maxine. Oui, probablement que dans ma vie, je n'accoucherai jamais par voie basse. Et je me suis dit, it is what it is. C'est comme ça. Et le fait d'être loin des tiens, ça a été compliqué? Est-ce que tu as éprouvé une certaine solitude? Pas vraiment, non. Pour Maxine, il y avait mes beaux-parents qui étaient là avant même que j'accouche. Ils nous ont beaucoup aidés, heureusement, surtout pour le premier. Et puis finalement pour Elliot, il y avait Aloïs, il y avait Maxine, donc finalement il y avait beaucoup de vie à la maison, tu vois, je me suis pas sentie seule. Et il y a ma sœur qui est arrivée une semaine après pour nous donner un coup de main aussi, donc c'est des très bons souvenirs, les 2 congés maternité, le fait d'être seule à la maison avec mon bébé, c'est de très bons souvenirs parce qu'aux États-Unis il faut savoir que tu travailles jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à sentir les contractions et accoucher. Ouais, sauf si tu veux prendre des vacances ou voilà, mais quand t'as 2 ou 3 semaines de vacances par an, c'est compliqué. Tu devais être quand même sacrément fatiguée du coup. Hein. Quand tu vas pour accoucher, t'es déjà crevée. Ouais, exactement. Si tu avais des conseils à donner à une femme qui s'apprête à partir aux US et à vivre sa grossesse et son accouchement, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de bien se renseigner avant, pas comme moi, de se renseigner par rapport à ses envies, par rapport à voilà, ce qu'elle veut, et de formuler, de verbaliser vraiment ce qu'elle veut auprès du personnel soignant. Avec le recul, je me rends compte que je me suis un peu laissée porter, et aussi j'ai pas toujours dit voilà ce que je voulais, parce que je me disais bon, c'est des médecins, ils doivent savoir ce qu'ils font, ils ont raison, et peut-être que j'aurais dû plus challenger la vie des médecins et faire mes propres recherches et voilà. Et justement, en parlant du personnel soignant, tu l'as trouvé comment? On entend dans ton discours qu'ils veulent 0 risque, et c'est vrai qu'aux États-Unis, on entend beaucoup que les patients se retournent en fait contre les médecins ou l'hôpital en leur faisant des procès. Et du coup, voilà pourquoi ils veulent prendre 0 risque. Du coup, tu t'es sentie comment dans tes rapports avec eux? Quelle influence ça a pu avoir dans les rapports que tu avais avec eux? J'ai une petite anecdote par rapport à ça, d'ailleurs, comparée avec la France, bon, je ne veux pas généraliser, mais... Alors, il y a un aspect où déjà, aux États-Unis, comme la santé coûte très cher, tu ne sais jamais si ce qu'ils te proposent, c'est dans une idée de business ou si c'est nécessaire, tu vois, si vraiment médicalement il y a une raison de le faire. Donc il y a toujours un peu cette ambiguïté. Après, ça reste quand même un pays où, avec le service client, patient en l'occurrence, fort. Ils sont très sympas, ils font attention à comment tu te sens, et tu te sens bien accueilli, bien épaulé. Ça, à la limite, c'est agréable. Comparé à la France, et ils sont pas du tout dans le jugement. Mais pas du tout. À part, tu vois, bon, pour l'allaitement, j'ai des amis qui se sont sentis voilà, un peu de pression, mais ils le font toujours d'une manière très diplomatique, sympa quand même. Notamment, ça m'a fait sourire parce que quand j'attendais Elliot, on est rentré en France l'été pour les vacances et j'étais hyper fatiguée parce que voilà, je travaillais beaucoup, l'avion et tout ça. Et en fait, arrivée en France, je pense que j'étais un peu déshydratée aussi. J'ai eu des contractions et donc j'étais au 6e mois, donc on a eu un peu peur, on est allé aux urgences pour vérifier. La personne qui m'a reçue pour faire le monitoring me demande un petit peu ma situation, donc je lui explique que voilà, j'ai un boulot assez prenant, je travaille beaucoup, on a pris l'avion, on vient d'arriver, et donc j'étais inquiète et donc je pleure un peu et elle me dit bah oui, mais enfin en même temps vous l'avez bien cherché. Et donc je me suis dit, ça c'est bien la France. Quelque part, c'est pas méchant, mais tu sais, c'est la façon de te dire les choses qui est un peu culpabilisante dans le jugement. Hyper brutale et brutale. Et je me suis dit, ah ouais, non mais d'accord, ok, bienvenue en France. Si tu voulais faire passer un ou plusieurs messages aux femmes qui sont enceintes, est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose de particulier?
de se faire confiance. Merci beaucoup Laurence de nous avoir accordé ton temps et de nous avoir raconté ton histoire. Merci. Pas de problème, merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de soutenir Gloria Mama, c'est de laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous avec Viviane Larmand, sage-femme en PMI et autrice du livre De l'intime des mères. Une conversation passionnante autour du métier de sage-femme. Nous aborderons entre autres les thèmes du deuil périnatal, des violences conjugales et de la dépression périnatale. À très vite.